Bonjour à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire qui portera sur les tests continus. Alors, lors de cette session, nous vous expliquerons comment le test continu pourra devenir un véritable atout dans votre stratégie DevOps. Interviendront aujourd'hui lors de ce webinaire Geronimo Munoz, Senior VP Sales chez Arcade Software, Philippe Bourgeois, consultant IBMI chez IBMI France, et Michel Mouchon, directeur technique chez Arcade Software. Tout au long du webinaire, nous vous invitons à poser vos questions dans le panneau à droite de votre écran. Nous vous y répondrons en fin de session. Moi, je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la parole à Geronimo. Bonjour, merci de vous joindre à nous pour ce séminaire. Je vais prendre et afficher mon écran dans quelques secondes. Vous devriez le voir. Marie, tu me confirmes si jamais. Bon. Je te confirme, bon, voilà. Voyons ton écran. Merci donc à tous de vous joindre à nous. Il y a beaucoup d'audience pour ce séminaire de test continu et je pense que ça prouve l'intérêt des entreprises à optimiser leur développement et en particulier à faire en sorte que l'automatisation soit là. Deux mots sur le groupe Arcade, rapidement, puisque ce n'est pas le thème de la journée, mais au moins que vous sachiez comment nous nous positionnons. Arcade est une société qui a une expertise de plus de 25 ans sur le marché de l'ALM. On est sur des plateformes IBMI, mais pas exclusivement. Nous avons aujourd'hui une stratégie qui est basée sur la modernisation, qui est basée sur l'application Release Automation et sur le test et l'anonymisation des données. Donc la société aujourd'hui est présente au niveau mondial. Tout ce que vous voyez en jaune, c'est les pays où nous avons des clients utilisant nos solutions qui peuvent être autour de l'IBMI, comme je l'expliquais, ou d'autres plateformes. Donc, pour déployer nos supports et nos services, nous avons 7 bureaux, plus de 350 clients installés dans le monde. Il s'agit de clients, vous verrez tout à l'heure, de taille importante ou moyenne. Et nous avons plus d'1 millier de licences sur nos différents produits qui sont aujourd'hui installés. Donc, des nouveaux bureaux, alors pour ceux qui ne connaissaient pas les anciens, ça ne changera pas grand-chose, mais dans notre développement récent, nous avons implémenté et nous avons incorporé un bureau en Inde et un bureau en Chine pour couvrir l'Asie, où nous sommes, comme vous le voyez sur la carte, de plus en plus présents, avec des compagnies significatives dans le domaine de l'Asie. Donc, en principaux clients, ce que je souhaitais souligner, c'est pas trop les clients eux-mêmes, puisqu'on, comme je l'expliquais, on a des clients de taille moyenne et des clients relativement importants, mais plutôt le fait que Arcade s'adresse à l'ensemble des marchés, des segments de marché, aussi bien dans le domaine de la banque et de l'assurance que de l'industrie, que du retail, ou comme beaucoup d'entre vous, dans le développement de logiciels où nous avons une très très forte expertise. Que ce soit en termes de déploiement, que ce soit en termes de tests, ce qu'on va essayer de vous démontrer aujourd'hui. Donc, c'est vraiment des marchés qui sont… il n'y a pas de marché particulier où Arcade va mieux se positionner, même si, naturellement, on a beaucoup de clients dans la banque et l'assurance. Je voudrais juste souligner un peu par rapport à ce que nous faisons, un projet qui est pour nous très important, qui est HSBC. Pour HSBC, dans le cadre de DevOps, nous déployons aujourd'hui plus de 60, nous allons déployer sur 60 pays l'ensemble de nos offres. HSBC a fait confiance à Arcade pour justement sa connaissance et son expertise dans le monde du continuous integration et du continuous development dans lequel s'inscrit la partie vérification, test. Donc, 3 piliers sur lesquels on s'appuie pour aujourd'hui développer notre expertise. La première, qui est propre à l'IBMI, c'est la modernisation. Alors, l'objectif, c'est pas de vous parler de modernisation, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que si vous voulez être standard et si vous souhaitez que vos applications s'intègrent parfaitement dans un mode DevOps, qui est le deuxième pilier, Arcade a cette expertise de manière très simple pour vous faire bénéficier de la standardisation et de la modernisation de l'ensemble de vos codes et de vos applications. Donc, un moyen d'être standard. DevOps, c'est vraiment la chaîne complète de deux pans. IBMI, bien sûr, puisque nous couvrons la totalité
du workflow de développement qui vont du change management en passant par le build, le test et le déploiement. Et une deuxième partie qui est très importante aussi bien pour IBMI que pour le reste des plateformes existantes, qui est le Application Release Automation, donc qui chez nous s'appelle Drops, mais c'est pas très important. Mais sachez que nous sommes aujourd'hui spécialisés dans le déploiement continu également, et pas que dans le test, de manière à avoir cette intégration. Et sur l'ensemble des plateformes du marché, ça va de IBMI bien entendu, mais par le ZOS ou par n'importe quelle autre application, Windows, Linux, Unix ou autre, ou Java, ou déploiement dans le cloud. Donc vraiment un acteur majeur dans ce domaine de plus en plus, avec beaucoup de références, d'autant plus que la solution de déploiement va être complètement intégrée dans notre offre, dans notre solution qui s'appelle Arcade for DevOps. Donc le dernier point qui est vraiment au goût du jour et très certainement vous êtes sensible, c'est le GDPR et le data masking, où nous offrons des solutions qui sont complètement intégrées, solutions très simples, multiplateformes, multibases, pardon. Ça s'adresse à toutes les bases du marché, fichiers à plat, base IBMI bien entendu, DB2 pour ZOS. Donc le tout sur un seul et simple serveur d'anonymisation qui va vous permettre de paramétrer simplement les bases pour avoir un accès anonymisé aux données de manière très rapide. Donc voilà les trois piliers. La gamme de produits, je ne vais pas vous la décrire, donc vous aurez l'occasion de voir dans la partie Verifier comment nous pouvons fournir un test continu. Juste deux mots, les logiciels sont vraiment partout, c'est essentiel. Chaque organisation est aujourd'hui devenue un ISV. Elle devrait penser comme un ISV, mais elle est surtout devenue. Aujourd'hui, ça génère, la transformation génère des milliards de lignes supplémentaires. Les nouvelles stratégies, il faut vraiment les mettre en place et l'automatisation, ce que vous allez voir aujourd'hui, est quelque chose qui est clé pour le succès de vos développements de manière immédiate. Donc, DevOps, c'est l'accélération de la livraison des logiciels et vous êtes là, je pense, pour essayer d'optimiser les vôtres. Équilibrer, vraiment avoir un équilibre entre la vitesse, le coût et la qualité de ce que vous allez produire. Et surtout, innover. Et innover, ça passe par la rapidité avec laquelle vous allez pouvoir faire des nouvelles releases, tenir compte des retours de marché. Hein, c'est vraiment réduire le temps de retour d'information du client et réduire le temps où je vais adapter mon application pour que ça devienne une véritable innovation. Donc nous, notre réponse, elle est simple. Standardiser vos applications pour ceux qui sont sur des plateformes IBMI, par exemple. Considérer la plateforme IBMI, et ça c'est notre cœur de métier, comme un open system. Donc le fait de la moderniser nous permet de l'intégrer complètement dans le reste de l'entreprise. Permettre l'innovation à tous les développeurs, c'est vraiment notre mission, et aider au changement. Et je finirai mon introduction par un mot qu'on a trouvé chez notre client HSBC, qui est un poster à l'entrée de leur siège en Asie, qui dit qu'il n'existe pas de technologie. Hop, pardon, c'est parti, je crois. Il n'existe pas de technologie ou de système hérité, seulement la pensée traditionnelle. Donc, si vous pensez ouvert, eh bien, vous serez ouvert et vous irez plus vite et vous saurez innover. Donc, je laisse la parole à mes collègues, à Michel Mouchon en particulier, je crois, qui est le suivant, qui va vous présenter le lancement du séminaire. Alors, comment tu fais ? C'est Marie qui doit basculer. C'est Marie qui doit basculer. Oui, c'est Philippe qui va prendre la main maintenant. Merci Géronimo pour cette introduction. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Nous entendons bien et nous voyons l'écran. C'est parfait. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, Philippe Bourgeois, consultant sur la plateforme IBMI. Donc, dans le cadre de ce webinaire sur les tests continus, moi, je vais faire un petit point donc sur RDI et plus particulièrement donc sur une fonctionnalité qui est apparue il y a 2 ans avec la version 9.1 donc de RDI, qui est ce que l'on appelle la couverture de code, donc pour améliorer l'efficacité de vos tests. Voilà. Alors d'abord un petit point sur les
sur RDI, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cet environnement de développement versus les environnements classiques SEU PDM. Donc, je vous rappelle que les SEU et PDM sont stabilisés déjà depuis plusieurs années, de nombreuses années. Donc, ça veut dire qu'ils n'évoluent plus du tout. Toutes les nouveautés qui sont sorties depuis la version 7, donc depuis la 7.1 en 2010, ne sont pas supportées dans SEU, que ce soit donc en SQL, RPG, que ce soit en RPG free, full free, donc le RPG de 2014-2015. Le RPG full free n'est absolument pas supporté dans SEU. Et IBM donc a développé un environnement de développement qui s'appelle donc RDI, Rational Developer for IBMI, qui a de nombreux avantages. Il est basé sur la plateforme Eclipse, donc on va pouvoir le compléter en fait avec d'autres plugins Eclipse. Il est enseigné dans les universités, enfin pas RDI, mais Eclipse est enseigné dans les universités, dans les écoles, donc il est connu de la jeune génération de développeurs. C'est le seul environnement aujourd'hui donc que fait évoluer IBM. Et l'objectif, donc bien sûr, c'est de pouvoir améliorer la productivité des développements. Il y a plein de fonctionnalités dans ce produit-là qui n'existent pas du tout dans un SEU PDM. Et l'objectif, le second objectif, c'est de pouvoir attirer des jeunes développeurs sur la plateforme. Nous avons formé une quarantaine de jeunes depuis 2 ans, de jeunes diplômés sur la plateforme IBMI. Ils font tous du RDI aujourd'hui et pratiquement pas de SEU. Voilà, la dernière version, enfin la version actuelle qui date d'avril 2017, c'est la 9.5.1.2, ça c'est juste pour titre d'information. Le produit évoluant une à 2 fois par an. Donc il y aura prochainement une 9.6 qui sera annoncée d'ici la fin de l'année. Donc ce produit, c'est le successeur des outils traditionnels. Donc vous avez dedans un éditeur de source beaucoup plus sophistiqué que celui que propose SEU, donc avec les sources qui sont en couleur, la complétion de code, l'affichage des imbrications de blocs, la vue structure du programme, le CTRL Z, CTRL Y, etc., etc. Donc il y a plein de choses. Mais c'est aussi un successeur de PDM, puisque vous pouvez donc gérer vos bibliothèques, vos objets, faire des filtres permanents, des multiples chaînes de filtrage, avoir plusieurs connexions sur plusieurs systèmes, sur plusieurs partitions, faire du copier-coller entre les deux, enfin, etc., etc. C'est aussi un successeur des outils SDA, RLU. Il y a donc si vous continuez à faire des DSPF et des PRTF, vous avez donc en mode Eclipse les équivalents de SDA et de RLU pour créer des fichiers écran et fichiers imprimantes. Vous avez un nouveau debugger, donc on va en parler un petit peu après. Voilà, donc il y a plein de nouvelles fonctionnalités dans ce produit-là. Ça s'installe donc sur un PC, quel que soit le système d'exploitation. Donc Mac est supporté depuis 1 an et demi là aussi. C'est un produit qui est facturable avec le même tarif en fait que la licence SEU PDM. SEU PDM depuis la 6.1 est facturé à la licence utilisateur. Eh bien, RDI est facturé aussi à la licence utilisateur. Donc utilisateur, ça veut dire développeur. Voilà le nom complet, donc c'est Rational Developer for IBMI RPG and COBOL Tools. Ça c'est juste pour vous dire qu'il y a 2 autres versions aussi, une qui permet de faire du Java avancé et puis une qui permet de faire de l'EGL, mais le produit qui permet donc de succéder à SEU PDM, c'est RDI RPG and COBOL Tools. Il y a une version d'évaluation pendant 2 mois et on a créé des formations donc de 2 jours qui permettent vraiment de faire le tour de toutes les fonctionnalités du produit. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse, je me déplace et je serai heureux en fait de venir chez vous pour faire une formation sur ce produit. Alors on va se focaliser aujourd'hui juste sur une fonctionnalité que l'on appelle donc le code coverage, donc la couverture de code. Donc l'idée de cette fonctionnalité de RDI, c'est de pouvoir analyser et visualiser en fait la couverture de vos programmes, c'est-à-dire quelles ont été, quand vous exécutez un programme, en fait, quelles sont les procédures ILE, donc si vous travaillez en ILE, qui ont été exécutées, donc, sur lesquelles, en fait, on est passé. Et puis, on peut descendre jusqu'au niveau de la ligne, et donc de savoir, en fait, quelles lignes ont été exécutées, quelles lignes n'ont pas été exécutées. Donc, on est en fait donc dans un domaine qui est plutôt donc du QA, en fait, donc de l'assurance qualité. L'idée, c'est de voir, par exemple, donc de déterminer l'efficacité des tests. Voir, par exemple, si vos scénarios de test testent bien ce que vous avez prévu de tester. Donc, en analysant, en fait, sur quelle ligne on est passé, sur quelle procédure on est passé, on va pouvoir répondre à ce type de questions.
On va pouvoir, justement, en visualisant les lignes sur lesquelles on n'est pas passé, peut-être améliorer, en fait, donc se focaliser sur ces lignes-là pour effectuer des tests complémentaires, alors qu'on n'avait pas forcément prévu de le faire au départ. Voilà. Et puis, ça permet aussi de détecter le code mort, d'améliorer le débogage des programmes, donc en se focalisant là aussi, en fait, sur le code qui n'a pas été exécuté, etc., etc. Voilà, ça marche pour tout programme, en fait, ou programme de service qui peut être débogué, hein, donc quel que soit le langage, RPG, COBOL, C, CL, etc. Le résultat donc de cette couverture de code, hein, donc ce qui va être visuel, les lignes sur lesquelles on est passé ou pas passé, peuvent se visualiser dans RDI, mais pas forcément. Hein, donc si vous voulez en fait donner le résultat à une équipe de management, à l'assurance qualité, etc., vous pouvez donc générer des rapports sous format HTML et PDF. Et puis, il y a 3 fonctionnalités qui sont assez intéressantes. On va pouvoir cumuler différents résultats de couverture de code si on a donc une suite de tests. Hein, ça va permettre donc d'accélérer l'analyse en fait des futurs runs de tests, hein, par rapport au précédent. On va pouvoir comparer 2 résultats de couverture de test pour voir justement quel est le pourcentage d'amélioration dans un sens ou dans un autre. Et puis, depuis la 9.5, donc depuis RDI 9.5, on peut aussi fusionner des couvertures de test, de résultats de couverture de test, pour ne visualiser que les différences et voir à ce moment-là, vous voyez, il y a une notion de niveau aussi, les procédures qui n'ont pas atteint le niveau que l'on souhaitait en termes de pourcentage de lignes de code. Voilà, alors ça se démarre comment? Ça se démarre en fait, alors il y a plusieurs moyens de le démarrer, mais le moyen le plus simple, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les points d'entrée de service. Pour ceux qui ont déjà utilisé RDI et le débogage, hein, les points d'entrée de service, c'est ce qui permet de dire, ben voilà, j'attends, je me mets en attente, et quand je vais lancer mon programme, eh bien, soit ça va lancer le débugger, soit ça va lancer le mode couverture de code. Le gros avantage en fait de ces points d'entrée de service, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir dans quel environnement, dans quel job le programme va tourner, que l'on appelle en batch, en interactive, via une application client-serveur Java, PHP, via un web service. En fait, moi, je verrai le résultat donc du débugage ou je verrai le résultat de la couverture de code. Donc, on n'a pas besoin de connaître l'environnement, donc c'est très, très pratique, en fait, pour des programmes bien particuliers dans des chaînes batch ou dans des applications client-serveur ou web, sans avoir à connaître donc le job qui exécute le programme. Donc, on va ajouter le point d'entrée de service. Ensuite, on va modifier éventuellement, c'est optionnel, les caractéristiques de la couverture de code. Je vais vous faire voir, il y a une fenêtre, en fait, spécifique pour ça. On exécute notre programme, où on lance en fait la chaîne d'appel des programmes. Et quand c'est terminé, quand le programme s'arrête, eh bien, les résultats de la couverture de code sont affichés dans RDI. On peut aussi générer donc un rapport HTML et ou PDF. Alors, sur la pratique, ça se passe comment? J'ai mis quelques copies d'écran ici. Donc là, on est dans RDI. Sur la partie gauche, vous avez donc votre liblist. Vous avez, en fait, pour une bibliothèque donnée ici, SynPB, le programme pour lequel je vais effectuer ma couverture de code. Donc, je fais un clic droit sur ce programme et je dis, vous voyez, débugage ou couverture de code, définir un point d'entrée de service. À ce moment-là, donc je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais j'ai en bas donc une vue qui s'appelle point d'entrée de service. Et là, ben, je dis que si le programme qui s'appelle DCL SynP1, donc qui est un objet PGM dans la bibliothèque SynPB, s'exécute sous le profil bourgeois, quel que soit l'environnement, eh bien, je lancerai donc soit le débogage, c'est la petite punaise, soit ce que j'ai entouré en rouge, donc le mode couverture de code. Donc c'est le même principe, hein, c'est la même fenêtre, point d'entrée de service, et on choisit donc de dire en mode débogage, donc à ce moment-là le source va s'afficher et je vais faire du pas à pas, ou alors en mode couverture de code, donc il va enregistrer. Hein, donc j'exécute mon programme et il va enregistrer en fait les lignes sur lesquelles je suis passé et les lignes sur lesquelles je ne suis pas passé. Je peux optionnellement, s'il y a besoin, donc à partir de mon point d'entrée de service, faire un clic droit, ouvrir la configuration de lancement, ce qui va me permettre de choisir certaines préférences donc pour ma couverture de code. Il y a 2 onglets, dont objet d'analyse, donc je vais pouvoir éventuellement mettre d'autres programmes que le programme que j'ai sélectionné, donc je peux ajouter d'autres programmes. Je peux choisir si je veux la vue source, la vue liste, ce qui permettra par exemple d'inclure les copies. Et puis vous voyez, j'ai l'équivalent du update prod yes no, là, donc mettre à jour ou non les fichiers de production. Et puis dans l'onglet couverture de code, qui est le 2e onglet à droite, je choisis si je veux faire une couverture de code au niveau ligne ou au niveau procédure. Je peux dire je ne veux voir que est-ce que je suis passé par telle procédure ou pas, voilà, mais sans aller dans le détail, ou alors je descends jusqu'au niveau de la ligne. Et puis je peux choisir
de générer des rapports HTML ou PDF. Donc c'est assez simple à mettre en œuvre sur la configuration de lancement. Ensuite, j'exécute mon programme, et une fois que le programme est exécuté, eh bien, j'ai le résultat de la couverture de code compilée. Voilà, il me dit, en fait, eh bien, tel programme, donc, vous avez eu un taux de couverture de 14%. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose comme ça. Si on va un petit peu dans le détail, hein, donc si on clique sur ce résultat de la couverture de code, c'est l'écran du bas, on voit, donc on arrive au niveau du module et ensuite au niveau de la procédure. Qu'est-ce que ça veut dire 14%? Ça veut dire qu'il y avait 190 lignes dans mon programme, j'en ai exécuté 27, donc ça représente 14%. C'est pas forcément ça donc qui m'intéresse de prime abord. Moi, si je double-clique ensuite sur ma procédure, eh bien, c'est ça qui va m'intéresser, c'est l'écran d'après, c'est que je vais pouvoir descendre et de voir donc par des indicateurs vert et rouge. Hein, donc vert, j'ai exécuté la ligne, rouge, je n'ai pas exécuté la ligne. Et ça permet donc de voir facilement les lignes qui n'ont pas été exécutées et donc de pouvoir ensuite focaliser ces tests éventuellement en disant, bien tiens, c'est cette partie-là que je vais éventuellement tester parce que je ne suis pas passé dessus, et donc de pouvoir donc affiner un petit peu et de se focaliser vraiment sur les lignes en question sur lesquelles on n'aurait pas exécuté. Alors peut-être d'une raison normale ou pas, mais enfin, en tout cas, ça me permettra donc d'affiner un petit peu en fait cette partie-là. Donc on est vraiment dans la partie assurance qualité, hein, et de voir donc effectuer en fait les tests les plus précis possibles. Voilà, donc on est niveau procédure, niveau ligne. Après, on a des fonctionnalités donc qui permettent par exemple de comparer deux résultats de couverture de code. Hein, donc j'ai lancé une deuxième fois ma couverture de code parce que je me suis aperçu qu'effectivement il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Je suis passé à 76% donc de couverture de code. Je prends mes deux résultats de couverture de code et je peux les comparer. Alors soit dans RDI, soit en HTML, soit en PDF. Et là, à ce moment-là, je vois donc entre parenthèses le pourcentage d'augmentation. J'ai des petits indicateurs vers le haut, vers le bas qui me disent ça s'est amélioré ou ça s'est pas amélioré. Je vois le nombre de lignes en delta. Quand je passe la souris dessus, j'ai une petite infobulle qui m'affiche en fait les comparaisons et donc les différences entre mes deux couvertures de code. Donc, test 1, test 2. J'ai la possibilité de descendre jusqu'au niveau des procédures ILE. Hein, donc là, vous voyez, pour chacune des procédures, eh bien, j'ai en fait la différence. Hein, donc pour là aussi, donc mes deux couvertures de code. C'était juste pour vous signaler que pour un module donné, on peut descendre donc jusqu'au niveau des procédures. Et puis, il y avait des indicateurs verts et rouges, mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Je vais vous expliquer ce que ça permet de faire. On a la possibilité, donc, à partir des couvertures de code, de générer a posteriori, hein, donc on a le résultat dans RDI. Si je veux générer un rapport en PDF ou en HTML, eh bien, je peux le faire par le clic droit. Donc, j'ai plein d'options, en fait, hein, sur la couverture de code. Hein, je peux les supprimer, les comparer, les fusionner, les renommer, changer les propriétés, et puis donc les générer, hein, donc dans des rapports HTML ou des rapports PDF. Avec le même niveau de détail, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment le nombre de lignes qui ont été exécutées, le nombre de procédures, le taux de couverture, procédure par procédure, comme vous le voyez ici, sous forme PDF. Donc pour donner ça, donc pas forcément des personnes qui ont RDI d'installer sur le poste, hein, donc les équipes d'assurance qualité, les équipes de management ou autres, et on descend donc aussi bien en HTML qu'en PDF, donc jusqu'au niveau ligne. Hein, donc on a vraiment exactement la même chose que ce que l'on a dans RDI. Exportable en fait, donc en HTML ou en PDF. Autre fonctionnalité possible, c'est donc de pouvoir personnaliser un petit peu le résultat, hein, donc plutôt que d'afficher des barres vert et rouge, donc qui peuvent poser éventuellement certains problèmes pour les personnes qui ne voient pas correctement en fait les couleurs. Donc c'est toujours mis en couleur vert et rouge, mais vous voyez, on peut afficher soit des coches, soit des croix pour les lignes sur lesquelles on est passé, pas passé. Donc on peut personnaliser pas mal de choses. On peut indiquer des thresholds, donc des niveaux. Donc vous pouvez détecter rapidement en fait quelles sont les procédures qui n'ont pas été exécutées, comme ici on a mis un threshold de 0 hein, donc sur la procédure en question, enfin sur les procédures en question, mais ça peut être 10%, 20%. Vous estimez qu'à partir que quand on passe dans cette procédure bien particulière, il faut que normalement on devrait exécuter au minimum 80% ou 50% ou 40% des lignes. Donc vous pouvez indiquer des thresholds en disant voilà, si je suis en dessous de ce niveau, en dessous de ce seuil, eh bien je veux que ça apparaisse en rouge. Ça me permet en fait de facilement détecter, de rapidement détecter de visu, hein, donc les procédures sur lesquelles il faut que je focalise mes tests. On peut indiquer des seuils.
Et puis, je vais terminer juste avec transparent, avec la possibilité donc de partager. Hein, donc depuis la version 9.5 de RDI, depuis l'an dernier, on a la possibilité de partager les couvertures de code pour les mettre donc sur un PC ou dans l'IFS ou sur un lecteur réseau. Hein, donc, ce qui permet de partager en fait cette couverture, ce résultat de couverture de code avec d'autres membres de l'équipe. Et puis, on a aussi la possibilité donc de fusionner des résultats de couverture de code. Donc, on prend deux couvertures de code, on les fusionne, ça n'en fait qu'un seul. C'est lui qui, en fait, c'est l'RDI qui fait le calcul en fait de ça, ce qui permet de se focaliser uniquement sur les différences entre deux campagnes, de campagnes de test ou de tests en fait, pour ne voir donc que les différences soit en termes de lignes de code. Donc, voilà, on ne verra vraiment que les différences en ligne de code plutôt que d'analyser en fait les deux couvertures. Eh bien, on ne verra que les différences, ou alors en termes d'atteinte de seuil. Hein, donc, on peut dire, ben voilà, là, j'ai atteint 10%, et là, je suis maintenant à 40%, ou dans l'autre sens. Et donc, de se focaliser vraiment que sur les différences. Voilà, ben écoutez, j'en ai terminé pour cette partie-là. Et donc, je passe la main, enfin, c'est pas moi qui vais passer la main, mais c'est Michel Mouchon qui va prendre la suite pour donc vous parler des tests continus et des outils en fait d'automatisation des tests. Bonne journée à vous. Merci Philippe. Merci. Alors juste un petit mot sur effectivement cette partie couverture de test. Il faut savoir que je vais vous montrer Arcade Verifier dans le détail, donc les outils Arcade sur la partie test, donc automatisation des tests, et que c'est tout à fait combinable déjà aujourd'hui parce que je dirais l'ouverture qu'a fait IBM notamment sur la capacité à démarrer facilement les campagnes de traçage, on va dire, de couverture, permettent une utilisation conjointe des outils, mais également, en fait, on travaille avec les équipes, les labs IBM, donc au Canada, pour mieux intégrer en fait ce que je vais vous montrer là avec ce que vous a montré Philippe, c'est-à-dire être capable, vous allez voir qu'à un certain endroit, j'ai des capacités à déterminer quel programme en fait il faudrait tracer et donc à déclencher automatiquement les couvertures de test et enregistrer et donc donner, rapporter à Arcade en fait des valeurs de couverture beaucoup plus précises que ce qu'on peut avoir aujourd'hui effectivement sur la partie couverture. Alors, je reviens sur les tests les tests avec Arcade. Alors, Arcade Verifier, qui est le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, fait partie du pack d'Arcade Pack for DevOps, qui est partie d'un pack, enfin c'est une partie optionnelle d'un pack Arcade Pack for DevOps, qui reprend l'ensemble d'une solution DevOps complète. Geronimo l'avait légèrement introduit et donc vient se positionner dans la partie test je dirais d'une stack DevOps complète sur la partie IBM. Donc Arcade fournit un ensemble complet de mécanismes qui permet de faire du DevOps sur IBMI avec des outils modernes, comme vous allez voir. Donc, on retrouve ici l'ensemble de la chaîne. Alors, on retrouve RDI au départ avec un plugin. Alors, Philippe Bourgeois avait introduit sur RDI en disant, effectivement, on peut ajouter des fonctionnalités. C'était le cas de ce qu'a fait Arcade, puisque on a ajouté un certain nombre de fonctionnalités. Alors, il faut savoir que les produits Arcade sont aussi sous Eclipse, donc totalement compatibles avec RDI et avec l'environnement de développement IBM. Donc, RDI, Arcade Observer, qui permettent de faire de l'analyse au départ des tests de non-régression. On a positionné là dans l'exemple GitHub, alors ça pourrait être d'autres produits de gestion de source en fait, sachant qu'Arcade a aussi son propre gestionnaire de source qui s'appelle Skipper. La partie Builder qui permet de faire de la compile dépendante intelligente et le sujet du jour, en fait, Arcade Verifier pour les tests de non-régression et enfin la partie déploiement. Donc, il faut savoir que tout ça, c'est des modules très intégrés, entièrement développés par la même équipe, par exemple, qui permettent vraiment d'aller d'un bout à l'autre de la chaîne depuis la gestion de la connaissance, on va dire, jusqu'à la distribution en production. Donc, on a une stratégie ouverte d'intégration, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va se positionner avec un certain nombre d'outils qui vont aller pousser en fait DevOps, des outils très populaires. Alors il y a des outils classiques on va dire, mais aujourd'hui 100% des équipes quasiment qui développent, qu'elles soient mainframe, IBMI ou autres, se retrouvent avec
la plupart du temps de multiples technologies à gérer, du front, de la technologie, par exemple mobile, la technologie web à différents niveaux, et éventuellement des applications plus anciennes ou du back-end plus traditionnel. Donc, l'objectif là, c'est de gérer une intégration continue globale, incluant, alors nous, bien évidemment, de par notre expertise, on va fournir ça pour les personnes qui font de l'IBMI, c'est le sujet, mais on va retrouver surtout une volonté de s'intégrer avec des outils standards et ouverts du marché. Pour trouver les différentes briques dont j'ai déjà parlé, notamment Verifier, qui est notre sujet du jour. Donc, quelques objectifs rapides sur Arcade Verifier. Donc, un des premiers objectifs que nous ont demandé nos clients, c'est tout simplement de gagner du temps, donc réduire les temps de test qui arrivent souvent à la fin d'un projet. Je vais parler de choses qui sont connues la plupart du temps. Quand on est le dernier de la chaîne, c'est mon cas aujourd'hui dans cette présentation, on récupère le temps qui reste pour faire ce qu'on a à faire. Donc, arriver à compresser justement ces dernières parties est un atout important pour la qualité des applications. Il permet de capitaliser les connaissances puisqu'en fait, on va créer un ensemble de scénarios qui vont pouvoir être réutilisés et qui vont créer un patrimoine important de tests. Donc, toute opération d'automatisation des tests a non seulement vocation d'amener de la performance, mais aussi est un très gros apporteur de gestion de la connaissance, en fait. De la productivité, donc on va retrouver des captures de scénarios, sélection, etc., comparaison automatique, analyse, je vais détailler tout ça après. Et aussi un point important qu'avaient demandé nos clients, c'est une capacité à maintenir de façon efficace les cas de test. Pourquoi? Parce que il y a bon nombre de produits qui existent qui finissent sur les armoires, parce que effectivement, ils ont une certaine efficacité, mais la maintenance, quelquefois, est plus lourde que la maintenance elle-même des programmes et donc une difficulté à avoir un retour sur investissement véritable sur ce genre d'outils. On a travaillé sur ce point-là particulièrement avec nos clients. Ça a été un requis quand on a développé l'outil de dire il faut que ce soit facile. Donc, comment ça marche? Les scénarios de test sont enregistrés avec l'interface habituelle des utilisateurs. Alors, ça peut être s'il y a encore du legacy, des écrans 52-50, ça fait partie des choses qui existent encore beaucoup. Et aussi, éventuellement, une application web, une application client-serveur, il y en a encore aussi. Donc, quelque chose de facile, puisque l'utilisateur, il va utiliser sa solution comme d'habitude. Et pas de script. Alors, c'est une volonté, pour l'aspect facilité dont j'ai parlé tout à l'heure, une volonté de ne pas avoir de script à faire, de ne pas avoir de script à gérer. Alors, il y a des outils qui existent, d'ailleurs, qui peuvent être complémentaires à nos outils qui font des scripts. Je vais parler de quelques-uns de ceux-là, de quelques-uns après, mais effectivement, dans Arcade Verifier lui-même, on a fait le choix de ne pas intégrer de mécanisme de scripting trop complexe, en tout cas, pour rester accessible à l'utilisateur. C'est important pour nous, l'utilisateur, parce que c'est pour nous la meilleure source, je vais en reparler après, la meilleure source d'information. Donc, de multiples interfaces en mode d'exécution, donc interface en mode texte, j'en ai parlé, interface graphique web, indépendant de la technologie, ou du processus batch. D'accord? Donc, ça, c'est un point important, parce que beaucoup d'outils ne gèrent pas le batch, en fait. Or, le batch fait partie de la plupart du temps des applications et sont à prendre en compte. Alors, qu'est-ce qu'on va comparer sur du processus batch? C'est un point focal d'Arcade, c'est la partie donnée. Qu'est-ce qu'une capture de scénario? Tout simplement, on va capturer pas juste que ce qui se passe au niveau de l'écran, mais un petit peu plus quand même. Encore une fois, je compare avec éventuellement d'autres outils que vous pourriez connaître. Donc, les frappes clavier, action souris, ça paraît assez classique. Les captures d'écran, ça paraît assez classique. Par contre, nous, on va s'intéresser aux données utilisées et modifiées. Donc, on va aller jusqu'à capturer, on va mettre sous contrôle, en fait, la base de données, et on va aller jusqu'à capturer les informations d'accès aux données. Quelles sont les données que vous lisez, écrivez, modifiez, supprimez.
les éditions qui ont été générées, donc je parle de Spoolfile au niveau EBMI, et on a un point important, et c'est là qu'on pourra faire après la jonction avec aussi le code coverage dont parlait Philippe, le référencement dynamique des objets utilisés, dont les programmes par exemple. L'exécution d'un scénario, donc ça permet de récapituler à chaque fois qu'on va exécuter un scénario qu'on a créé pour faire un test, hein, par exemple suite à une nouvelle mise en production, enfin une mise en test d'un ensemble d'objets, on va pouvoir exécuter ces scénarios et à chaque fois on va recapitaliser l'ensemble de ces informations décrites plus haut. C'est comme si à chaque fois on refaisait un nouveau cas de test, sauf qu'il est basé sur quelque chose qui existe et donc c'est automatisé. Donc, notamment, si par exemple, il y a une variation au niveau de l'utilisation des données, tout d'un coup, on a rajouté un fichier dans un programme qui accédait pour amener une information supplémentaire, hein, une modification fonctionnelle, dans ce cas-là, hop, l'outil va dire, tiens, il y a ce fichier-là en plus, et ça va se recapitaliser, et ce nouveau scénario rejoué, enfin, il va devenir peut-être une nouvelle référence lorsqu'on passera la version en production par la suite. Alors, vous voyez, hein, je parle de mise en production, de mise en test. On est dans DevOps, on est dans quelque chose de global. On ne peut pas considérer aujourd'hui, si on veut faire du test automatisé, se positionner en dehors d'un mécanisme, d'un cycle de vie des applications. Donc, le processus de test de non-régression, on lance le scénario. Alors, on peut lancer sur de multiples contextes. Alors, ce qu'on appelle contexte, c'est tout simplement les environnements sur lesquels ça s'exécute. Un environnement, c'est quoi? C'est une liste de bibliothèques, hein, un accès à des objets programmes, par exemple, qui vont faire les actions, et un ensemble, un accès à la base de données qui va être utilisé. Les deux peuvent avoir évolué entre-temps, bien évidemment. Donc, on va lancer des tests sur, par exemple, un environnement de test, un contexte de test, qui a été livré d'une nouvelle version future, et on va exécuter un ensemble de scénarios. C'est lié à la gestion des livraisons. Encore une fois, je reparle du cycle de vie. La gestion des livraisons, c'est quoi? C'est dans le process d'intégration continue. Vous avez éventuellement fait un commit, une validation d'un ensemble de changements. Ça a déclenché le mécanisme de build sur IBMI. Je vais vous faire la démo après. Et boum, ça va jusqu'à pousser tout ça en test automatiquement et déclencher. Là, c'est là que comme on a déclenché ça en test, nous on sait quelles sont, via la deuxième ligne ici, la présence des références croisées. On sait quel programme a été touché, on sait quel programme on peut tester avec quel scénario, et hop, on va déclencher une campagne de test qui va s'adapter à ça. Et c'est là qu'on va travailler, qu'on a commencé à travailler avec les équipes IBM pour déclencher le test coverage sur ces éléments-là par la même occasion. Donc, ce qui ramènerait une variation notamment de la couverture et notamment l'intérêt de tout ça, c'est les seuils dont parlait Philippe, c'est de dire, tout d'un coup, je suis repassé en dessous d'un seuil parce qu'un certain nombre de fonctionnalités ont été ajoutées, par exemple dans mon appli, ou un test est différent, ou etc. Et donc, j'ai ma couverture de test qui peut-être aujourd'hui ne passe plus les normes que j'avais décidées. Et donc, ça veut dire que là, je ne peux pas passer en production, je ne peux pas passer à l'étape suivante, je vais devoir refaire un complément, par exemple un nouveau scénario de test pour gérer un cas supplémentaire qui a été ajouté afin d'obtenir un certain niveau de couverture et ensuite passer à l'étape suivante. Donc une capacité à combiner toutes ces informations dans l'automatisation pour donner une vraie valeur, en fait, une valeur à la partie test. Donc, on retrouve une fonctionnalité, une campagne. Alors, une campagne de test, c'est très facile, en fait. C'est une complète automatisation des environnements de données. Un point, une pierre d'achoppement des tests, c'est la gestion des données. Vous enregistrez un test. Il y a beaucoup d'outils qui sont capables d'enregistrer des scénarios. Voilà, il faut rejouer 6 mois après ce scénario. Problème, l'environnement de test a changé. J'ai plus mes données, ou mes données ont varié tel que le fonctionnement n'est plus le même, hein, le type de client que j'avais utilisé a changé, et donc le client n'existe plus, ou on lui a déjà créé des contrats, il est en dépassement, etc. Donc c'est là qu'on intervient, puisque nous, on a capturé, si vous vous souvenez, quand j'ai parlé capture, on a capturé l'ensemble des informations nécessaires et on est capable de créer des micro-environnements de données, des micro-databases avec injection des données nécessaires à l'exécution des scénarios. Ça apporte deux choses. Ça apporte
une incroyable souplesse et facilité de réexécution des scénarios. Et ça apporte encore, je dirais une chose en plus, de la performance, puisqu'on va se retrouver non plus avec éventuellement des bases de données avec 2 ou 3 millions d'enregistrements, mais on va se retrouver avec des micro-environnements de données qui vont très très vite, qui vont permettre d'aller très vite en termes de contrôle fonctionnel de nos régressions. On ne fait pas du contrôle là de performance. Contrôle de performance, il faudrait faire un ISO volume, par exemple, d'une production. Donc c'est quelque chose de différent. On va automatiser les comparaisons d'écran, de données impactées, des éditions générées. On peut fournir ces fonctionnalités. Alors, c'est un autre point important et ça fait partie de l'ouverture des produits. On fournit ce type de fonctionnalité à d'autres outils que Arcade Verifier. C'est-à-dire que ces couches de gestion de données dont je parlais, capture d'informations, comparaison, elles sont aussi disponibles si vous utilisez d'autres gestionnaire de tests. Alors, je prends l'exemple de Selenium ici, qui est un open source assez connu, où on a travaillé avec des clients sur la capacité à lancer des scénarios Selenium. Donc, en gros, le scénario est constitué avec Selenium parce qu'il fournit un certain nombre de flexibilités, d'avantages, ou c'est tout simplement existant. Là, c'était le cas. Ils avaient un certain nombre de scénarios Selenium existants. Et en fait, par contre, ils n'avaient pas la dimension donnée et ils avaient le problème de la gestion de ces données. On lance le scénario Selenium à partir d'Arcade Verifier. On récupère les références croisées d'objets utilisés, on récupère les données nécessaires, et ce qui fait qu'après, on est capable de faire des campagnes automatisées qui lancent les scénarios Selenium. Les scénarios Selenium deviennent des test cases particuliers dans Arcade Verifier. Un exemple d'intégration possible. Ça pourrait être avec d'autres outils. On a fourni un certain nombre d'API sur ces points-là. Un dernier point là-dessus, c'est sur les rapports. En fait, alors on génère des rapports, alors PDF de comparaison, qui permettent de comparer écran, données modifiées, utilisées, édition. C'est aussi un point important. Ça fait gagner énormément de temps, puisque nous, on va se baser sur la variation des données. Si vous avez une base de données avec un fichier 1 million de records et que vous avez dans votre scénario touché à 3 enregistrements, on ne va pas comparer 2 fois 1 million de records. On va juste comparer les 3 enregistrements sur la fois d'avant, la fois d'après, et être capable de vous fournir de cette façon les variations. Par exemple, sur la nouvelle version du programme, on a touché non pas 3 mais 6 enregistrements parce que ça a impacté d'autres éléments. Donc on va mettre en évidence qu'il y a 3 enregistrements supplémentaires qui ont été touchés lors du dernier test. Peut-être que c'est une évolution fonctionnelle souhaitée, et puis dans ce cas-là, très bien, on validera et ça passera. Ou on souhaite ou c'est une erreur en fait, dans un appel par exemple d'une sous-routine, ça a appelé où il ne fallait pas, et dans ce cas-là, on pourra remonter à l'équipe de développement. Donc, une petite démo rapide. Alors, la démo, je la positionne dans le principe de DevOps. Donc je vais, excuse-moi, revenir au début. Voilà. Donc, en fait, là, je vais vous faire un cycle complet. Donc, alors, j'ai choisi d'illustrer mon cycle avec un ensemble GitHub. Donc, j'ai utilisé, là, j'utilise GitHub pour la gestion des sources. D'accord. Donc, vous voyez qu'on est dans RDI. Je suis dans l'outil RDI. On retrouve les éléments de RDI. On retrouve le petit test coverage, vous voyez, dont parlait Philippe ici en haut à droite. Je retrouve RDI et là, je vais faire une modification. Alors, j'ai pris du code un peu ancien, là, un vrai RPG bien colonné. Donc, pour vous montrer qu'on gère tout type d'environnement, on peut gérer du freeform, arcade, comme l'avait évoqué Geronimo, intègre des aspects modernisation. On est capable de transformer ce code-là directement en freeform si nécessaire. Alors, tout simplement, j'introduis un bug dans mon application, c'est-à-dire je vais à chaque fois que je fais une multiplication, je fais -1 sur le montant, ce qui va introduire des fausses valeurs. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis dans Git, dans la partie staging de Git. En fait, j'ai dit, voilà, ce programme modifié, je le prends et je vais le commiter. Donc, je le sélectionne et je le mets dans la partie stage. Et je vais indiquer un message de commit, en fait. Voilà, introduction d'une petite erreur, en fait.
Donc, je commit ça. Alors, pour information, ces indications-là, c'est tout simplement des liens que je peux faire avec Jira, donc je ne vais pas montrer ici. Mais c'est des exemples où je peux avoir des règles qui imposent de mettre un code task Jira, ce qui fait que ça va automatiquement mettre à jour le workflow Jira. Je commit, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait là? J'avais créé une branche, j'ai fait ma modification dans ma branche locale, je fais mon changement, je le commit, hop, ça remonte sur le serveur. Donc là, c'est remonté en Californie sur le serveur de github.com en fait. Voilà, donc je me connecte sur l'application GitHub. On voit que ma branche est arrivée sur le serveur central. Je vais créer un pull request. Encore une fois, là, c'est un choix. J'ai mis en place en fait des contrôles qualité au niveau de mon code. C'est-à-dire quand je fais du code, ça passe par quelqu'un qui doit valider mon code. Et ça passe par ce qu'on appelle un pull request dans GitHub. On crée un pull request. Alors, j'ai du texte pré-saisi qui me permet de gagner du temps, etc. Enfin, il y a un ensemble de fonctionnalités. Et voilà, j'ai une review required, c'est-à-dire que comme dans mon workflow, j'ai décidé qu'il fallait que je revoie, j'ai une review required. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je me log. Alors, j'ai reçu un mail, c'est une deuxième version de moi, un deuxième moi-même, qui a reçu un mail qui dit, tu as une validation à faire, je vais voir sur là. Alors là, je suis logué sous mon profil, mon profil, un deuxième profil développeur, un de mes collègues, en gros, je simule. Je fais une review, je voyais que je peux voir directement le texte, le code qui a été changé, donc ça me permet de focuser directement, et c'est vraiment l'avantage de ce genre de ces outils modernes, en fait, directement sur les reviews, de pointer le code qui a été modifié. Je peux faire une revue rapide. Si je connais le code, je verrai en quelques minutes si c'est bon ou pas bon, ou si ça correspond a priori aux règles de l'art. Et je soumets la review, je dis je suis d'accord, c'est bon, tu peux y aller. Je fais un cycle rapide là, parce que c'est pas le sujet du jour véritablement. On rafraîchit, on va voir que ici, maintenant, je suis approuvé, donc je peux faire un merge de mon pull request. C'est-à-dire que je vais tout simplement pousser dans la branche de développement mon code. Je vais faire accepter. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'automatiquement, là, je suis lié, dans mon exemple, j'ai utilisé Jenkins pour la partie build. Donc, on va retrouver Jenkins qui... je vais lancer là, le build manuellement et ça va déclencher un build sur Jenkins qui va lancer tous les mécanismes. Donc, il va transférer mon source sur la machine IBMI, lancer les compilations avec les dépendances, etc. C'est la puissance de Arcade Builder là qu'on utilise. Les dépendances de fuite. Si j'avais des fichiers, il aurait relancé la compile des logiques, des programmes dépendants avec des niveaux de format, etc. S'il y avait des tables SQL pareil, enfin tout ce qui est nécessaire entre guillemets à constituer ce qu'on appelle une version, une release correcte, ça c'est fait. On peut directement voir les résultats. Alors on passe très rapidement là-dessus. On voit que notamment là il y a mon source qui a été livré. Alors, un petit peu en brut en bas à droite vous avez le nom du programme qui apparaît sur ce qui a été transmis. Et voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, il s'est passé beaucoup de choses que Jenkins a un petit peu masqué. J'ai envoyé sur IBMI, j'ai compilé, j'ai validé ma version et j'ai transféré ma version sur un environnement de test qui s'appelle SIT. Et comme tout ça c'était bon, j'ai déclenché une campagne de test. C'est-à-dire que j'ai créé ce qu'on appelle une livraison. Alors maintenant, on est dans Arcade Verifier, enfin. Donc, vous retrouvez ici à gauche les deliveries. Et j'ai créé une nouvelle delivery. Et cette delivery, vous voyez, elle contient directement ce qu'on appelle une campagne. Ici, vous avez une campagne de test qui s'est créée. Et cette campagne, elle va se déclencher. Donc, il y a un robot qui écoute. Alors, pour la démo, je montre visuellement ce qui se passe. Mais en réalité, ça peut être complètement en batch puisqu'on a un émulateur d'écran 5250 en batch, c'est-à-dire qu'on peut totalement tourner de façon indépendante, pas besoin d'interface, pas besoin d'un serveur pour déclencher un test. C'est quand même plus visuel pour une démo comme je suis en train de faire. Donc là, ça va déclencher, hop, prise en compte de ma campagne. Il va sélectionner, il va voir les scénarios qu'il y a à faire. Ils vont apparaître dans la liste des scénarios. Alors, il est en train, en bas, vous voyez, tout en bas à droite, il est en train de générer un contexte d'utilisation. C'est-à-dire qu'il a généré un espace, base de données plus data, qui est nécessaire à l'exécution de mon scénario, indépendamment de l'environnement de test lui-même. C'est-à-dire il utilise l'environnement de test pour sa liblist, pour retrouver les programmes qui sont nécessaires au test, mais là, il refait une injection de données, là, il redéclenche un test.
Donc, c'est des différents. Alors là, c'est des exemples en 52-50. Ça pourrait être une page, web, un scénario Selenium, comme je disais tout à l'heure. Et on déclenche comme ça les scénarios un par un. Alors là, bon, j'ai introduit un bug. Hein, tous mes tests, ils sont forcément bloquants, puisque je retrouve des différences majeures en fait dans les résultats. Dans cette exécution. Donc là, j'ai mes 3 scénarios. Alors pour info, il y a plein de scénarios, mais il a sélectionné ces 3-là parce que ça correspond à la notion de couverture. Alors, pas la couverture dont parlait Philippe, ce qu'on appelle, nous, la couverture à niveau objet. C'est-à-dire que nous, on a déterminé que comme il y avait ce programme-là qui avait été modifié et qu'il y avait 3 scénarios qui utilisaient ce programme, on a tout simplement sélectionné les 3 scénarios, on les a. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors ici, on arrive sur le résultat de campagne. Hein, on peut aller voir les exécutions. Je peux très bien exécuter plusieurs fois une campagne. Je sélectionne là et on va voir que effectivement niveau écran, niveau données, il y a des différences. Donc les résultats sont en rouge. Le rouge ne veut pas dire que c'est faux. Le rouge veut dire que c'est différent. Hein. Donc point important. On peut aller regarder directement les données. Donc et notamment là, on va voir que sur un des enregistrements, vous voyez, il y a 3 fichiers impactés. On le voit ici, 3 fichiers impactés, 6 enregistrements impactés, 117 champs impactés. Et en réalité, sur un seul des fichiers, on a une différence. Donc, on a un statut qui s'est levé sur ce point-là. On va aller voir. Effectivement, j'ai une zone qui est impactée. Et 245, 246, j'ai fait -1 sur le total d'un calcul. Forcément, ça paraît évident que j'ai cette différence. Alors, pour information, l'outil est capable de gérer, on est capable de choisir quelles zones sont impactantes ou non impactantes, aussi bien au niveau des écrans qu'au niveau de la base de données, qu'au niveau des éditions. Donc là, notamment, il y a peut-être d'autres zones dans ce fichier-là qui sont différentes. Notamment, il y a des timestamps, je sais, dans ce fichier-là, qui sont bien évidemment ignorés, puisqu'on a dit, non, ça ne m'intéresse pas d'aller voir ces timestamps. Enfin, je ne considère pas que la variation d'un timestamp soit une anomalie bloquante dans mon process. On retrouve ici la comparaison d'écran, donc on va retrouver des petites boules rouges qui nous indiquent qu'effectivement une différence, bon, c'est la même différence, 245, 246, qui apparaît forcément au niveau d'un écran. Donc voilà les éléments en termes de test. Alors je vais revenir sur la présentation. Voilà. Je vais revenir sur la présentation. Pour vous montrer juste rapidement les rapports de comparaison. Alors, j'ai parlé de rapport de comparaison PDF. Donc, un rapport de comparaison va vous sortir, par exemple, dans l'exemple que j'ai donné ici, une variation. Alors, vous voyez que les bibliothèques de fichiers sont différentes. VDCX, c'est un contexte généré à la volée. Autrement dit, il a pris les fichiers dans une bibliothèque particulière qui a été mise en tête de liblist générée à la volée. On retrouve là les comparaisons, et puis comparaison d'écran avec mise en évidence, vous voyez, 245, 246, mise en évidence des écrans. Quand il y a une différence, il y a 2 écrans qui apparaissent. Quand il n'y a pas de différence, on fait apparaître qu'un seul écran à l'affichage. Pour finir sur ces points-là, donc notre objectif, c'était d'avoir un outil facile à installer et utiliser, quelques jours de configuration. Ça dépend de votre, en fait, ça dépend beaucoup de votre application, de la façon dont elle fonctionne, de son interaction avec les listes de bibliothèques, etc. Un jour de formation, c'est vraiment assez trivial à utiliser. C'est une application Windows ou Eclipse, très facile à utiliser. Interaction entre les développeurs, utilisateurs, testeurs, c'est un point important parce que ça permet vraiment de gérer des scénarios. Une sélection automatique de scénarios, d'avoir des informations de couverture. Alors, la couverture dont je parle ici, c'est la couverture au niveau objet, c'est-à-dire est-ce que les programmes ont été impactés ou pas impactés. Et c'est là, avec les outils de coverage d'IBM, qu'on veut descendre beaucoup plus bas et qu'on veut donner un taux de couverture dans le programme. Donc, ce serait un premier niveau. Et voire permettre la descente jusqu'au niveau outil de ligne de code. Ce qui dévie un petit peu l'esprit dans le sens où notre outil était plutôt orienté assez facile user, mais bon, donner cette fonctionnalité-là aux développeurs me paraît très intéressante. Au niveau d'automatisation, enfin pour finir, avec capacité d'exécution de masse, des rapports automatiques, intégrables dans un processus CI, alors je ne l'ai pas précisé, mais vous l'avez plus ou moins vu,
On peut déclencher les mécanismes directement depuis Jenkins, donc notamment déclencher les campagnes de test depuis Jenkins, mettre en place des éléments sur ce point-là. J'en ai fini. Est-ce qu'il peut rester éventuellement, est-ce qu'il y avait des questions dans le chat? J'ai pas vu des questions. Si, nous avons des questions, Michel. Oui. Alors, nécessité de disposer des sources des programmes, c'est-à-dire peut-on utiliser à partir d'objets exécutables? Oui, tout à fait. On peut utiliser qu'à partir d'objets exécutables. Verifier peut-il s'appliquer sur les objets graphiques sur les plateformes hors IBMI? En fait, on peut déclencher, on peut faire des scénarios avec objets graphiques, par exemple des scénarios d'applications web avec un front-end web, par exemple, ou client-serveur. J'ai fait aussi du Java Web Start qui peut entre les deux, en fait. C'est-à-dire c'est des applications Java décentralisées, mais qui s'exécutent plus comme du client-serveur. C'est possible. La seule différence là, c'est que nous, on ne prendra pas en charge la comparaison des écrans. Et c'est pour ça que certains outils, par exemple, le lien avec Selenium porte sens ici. C'est-à-dire que ces outils-là sont plus adaptés. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, les interfaces graphiques contiennent de multiples technologies. Vraiment, on a une variété de technologies très très importante et on n'arrive pas à fournir, on va dire, le même niveau de comparaison qu'on a sur la partie 52-50 qui est très maîtrisée à ces niveaux-là. Donc, ça devenait en fonction de par exemple, si c'était du web avec du Flash, si c'était du HTML5, si c'était... donc, il y a plein de technologies variantes. Et il y a des outils standards, on va dire, qui les gèrent déjà. Donc, on n'a pas, nous, poussé ça, mais on apporte toute la dimension données et toute la dimension gestion des données, régénération des environnements de données à la volée. Alors, une autre question. Verifier peut-il être utilisé pour identifier les index fichiers logiques inutiles ou non utilisés dans un traitement de chaîne? Alors, on pourrait dire oui, puisque, en l'utilisant à l'envers, c'est-à-dire globalement, il va vous dire ceux qui sont utilisés. Et donc, par défaut, vous pourriez faire une soustraction et trouver ceux qui ne servent pas. Hein, donc, tout à fait dans ce cadre-là. Alors, il y avait une question supplémentaire. Bonjour, peut-on utiliser Arcade Verifier pour créer des scénarios de test sur des fonctions Lanza? Oui, je pense qu'il n'y a pas de souci particulier. J'ai pas eu le cas de clients qui l'ont fait, mais je vois pas de. Je dirais Lanza, vous avez un front-end. Nous, on va capturer ce qui se passe au niveau écran, etc. Et par contre, on va être capable de surveiller les interactions sur l'IBMI et donc voir les éléments, un petit peu comme je vous ai montré, les éléments sur IBMI sans problème. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, je pense que j'ai répondu à toutes les questions qui sont apparues. Ok. Bien, donc je vais peut-être conclure. Alors, retrouvez ici l'outil en live, en fait. Si je prends, je vous ai pas montré les références croisées. Je prends ici l'exemple. Vous voyez, on retrouve ici en référence croisée tout simplement les objets qui ont été utilisés par ce scénario. Donc ça, c'est toutes les exécutions de ce scénario. Et on retrouve ici les programmes HSR200, le programme dont j'ai fait la modif, en fait, hein, les fichiers physiques, les fichiers logiques, etc. Donc tous les objets qui sont utilisés, on les voit à cet endroit-là. Je ne vois pas d'autres questions, donc je pense que il est l'heure, on a légèrement dépassé. Donc, je vous remercie de la participation, de la participation à ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter. Je pense que ce webinaire sera publié, donc vous pourrez revoir les éléments. Marie s'occupe de ça normalement. Oui, je m'occuperai de le diffuser sur. Voilà, de diffuser, donc vous recevrez. Et puis, n'hésitez pas à nous demander pour faire un essai ou avoir éventuellement une démo un petit peu plus détaillé, aussi bien de la part de Philippe qui vous a offert de le contacter si vous aviez des besoins de formation sur RDI, aussi bien que nous, si vous avez des besoins, en fait, vous voulez faire un petit essai, par exemple, sur nos outils. Je vous souhaite un bon appétit
et puis à un prochain séminaire. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.